beaucoup. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette consultation pour nous avoir donné l'occasion d'approfondir des sujets auxquels nous sommes très, très attachés. Et ça a été l'occasion d'apprendre énormément de choses et de se mettre en situation d'aller beaucoup plus loin à l'avenir pour ce territoire et pour d'autres. Donc, je crois que c'est une des intentions de cette consultation, c'est un moment un peu pivot. Et on a eu l'occasion, par exemple, avec les étudiants du GSD Harvard, de continuer en parallèle euh, les questions inaugurées dans ce contexte-là, un peu plus bas sur le Rhône, du côté de la Camargue, en même temps en fait que ce travail. Donc je pense qu'on vit tous un peu ça, l'espèce de déploiement des questions de la consultation à d'autres échelles. Je voudrais également remercier Mathias Armingo et Martine Rencano de Topotech qui ont joué un rôle décisif dans cette étude. Et vous verrez un peu plus loin les noms de certaines des personnes qui ont été des contributeurs actifs. Beaucoup d'entre vous ont déjà entendu des présentations de ce travail. Slide suivante, s'il vous plaît. Je voudrais juste rappeler que notre intérêt pour les questions de réseau, évidemment, s'inscrit dans l'histoire du Grand Genève et de Genève en particulier, ville machine, mais machine à produire des éléments enfin des puissances issues de la nature. Image suivante. C'est un contexte qu'on a regardé non pas en se demandant d'abord ce que les réseaux pouvaient faire pour le territoire, mais ce que le territoire allait faire au réseau. Et donc nous sommes arrivés à trois hypothèses dont on laisse volontiers les valeurs de température qu'on mettait au début de l'étude. Aujourd'hui, on aurait tendance à les augmenter. Puisque le GIEC se prépare à remettre en cause ses conclusions. Il y a manifestement un effet de croissance exponentielle de la question des températures. Ce qui est intéressant à retenir, en tout cas, c'est que on s'est en permanence demandé qu'est-ce qu'on fait si on reste en dessous ou autour d'1 degré. On fait de l'optimisation où la technologie joue sans aucun doute un grand rôle, parce que c'est un des contextes qui déclenche cette étude, mais au fond, on continue à faire ce qu'on sait faire de mieux. Dans le scénario 2, où on se rapproche de 2 degrés qui seront atteints au cours de ce siècle, là, on est obligé de tout simplement faire différemment. Donc, on casse le moule et on voit que, par exemple, pour les réseaux, ça veut dire qu'ils sont dimensionnés pour des régimes de production, de diffusion, d'échange qui sont tout simplement obsolètes et qui peuvent l'être pour certains dans 10 ans déjà. Scénario 3, donc qui est au-delà de 3 degrés. Je vous signale qu'il y a beaucoup de scénarios qui parlent de 5 degrés, même dans les zones tempérées. Aujourd'hui, ce n'est pas le plus probable pour Genève, mais encore une fois, il y a des effets d'accélération qui sont très inquiétants, où la question du chaos prime, et finalement on est uniquement dans une situation de gestion du chaos. Et cette gestion, elle suppose notamment de savoir abandonner tout un tas de performances de réseaux auxquels nous sommes habitués, parce que leur gestion technique est beaucoup trop précise et fragile par rapport à des accidents qui vont se multiplier. Alors ce qu'on apprend du scénario 3, finalement, il faut le reverser dans les deux premiers, c'est que de toute façon, la modification climatique va générer beaucoup plus de pluie à certains moments, beaucoup plus de sécheresse à d'autres. Et dans les deux cas, nos fameux réseaux, ils sont fragilisés. Des égouts, s'il n'y a pas assez d'eau dedans, ils s'assèchent et ils sont source de catastrophes épidémiologiques. S'il y a trop d'eau, ils débordent et les détritus sont rejetés dans les rues et dans les rivières. Le nombre d'incidents de rejet d'eau usée qui étaient destinés à des traitements dans des centrales ou qui étaient en cours de traitement dans les stations d'épuration, rejetés dans les rivières sans avoir été
filtré lors d'épisodes orageux était quelque chose de rare, qui est devenu maintenant régulier. Ne serait-ce que pendant l'été 2019, vous avez eu plusieurs dizaines de milliers de poissons qui ont été tués en 3 jours dans la Seine, légèrement en aval de Paris. Donc ça donne des perspectives un peu concrètes. Il y a eu beaucoup plus de gens qui ont souffert de gastro en région parisienne pendant cet incident de l'été 19 que de gens qui ont eu mal au ventre à cause du coronavirus dans cette même région. Donc, à l'échelle des réseaux et des pressions climatiques, on a des catastrophes qui sont déjà très réelles et très violentes. Alors ensuite, on a travaillé ce que suggère cette image qui reste longtemps à l'image avec tout un groupe d'experts, des experts en mobilité, des experts en économie, dans les questions environnementales, etc. Et on s'est rencontrés 7 fois, alternativement à Genève, à Paris ou à Lausanne, puisque notre grand partenaire dans cette affaire est le laboratoire Alice, et Dieter Dietz va prendre la parole dans un instant. Ce qui est apparu très fortement dans ces discussions d'experts, c'est au fond que dans un premier temps, ce diagnostic climatique venait un peu tout écraser sur son passage et que ça remettait en cause même la nécessité de passer par certaines phases de diagnostic ou même de projet. Donc, je pense qu'une des choses qu'il faut retenir, c'est une sorte de révolution méthodologique qui est en cours et sur lesquelles on s'interroge, par exemple, sur la portée de la cartographie. Donc, on voit défiler une série d'images qui posent la question du cadre. Si on regarde le Grand Genève depuis sa densité, on a le cadre de l'image précédente. Si on regarde de par ses sites les plus importants, là, on a le corridor de l'Arve. Et ben, c'est tout petit, ça a l'air d'être vide par rapport à cette image-là, mais en réalité, stratégiquement, le corridor de l'Arve est absolument décisif. C'est là que se concentre énormément de pollution, à la fois liée à la mobilité carbonée, mais aussi à des sites industriels, mais aussi à des sites de traitement des déchets, etc., etc. Donc, quand on commence à regarder le territoire depuis les questions de réseau, réseau d'eau, réseau d'énergie, réseau de déchets, mais aussi réseau de transport, réseau de communication, on se trouve avec une redistribution de la logique du territoire de manière très importante. Dans le cas du Grand Genève, enfin, on s'est retrouvé, par exemple, avec une carte comme celle-là, qui est la carte des écosystèmes, avec la redondance permanente de la question frontalière. C'est-à-dire que on a en permanence un rapport dedans-dehors où à Genève tout est à sa place, c'est extrêmement difficile à déplacer précisément parce que chaque chose a été très précisément dessinée, conçue et mesurée, ce qui pose de très gros problèmes pour entrer dans une stratégie de rupture. Et c'est évidemment l'interland français qui, lui, a des capacités de résilience très importantes parce qu'il est beaucoup plus vide, parce qu'il est beaucoup plus ouvert et moins déterminé. On va dire que c'est même dans ses faiblesses technologiques sur les questions de réseau, on est souvent en retard par rapport à la précision et à la qualité de ce qui se fait dans le canton de Genève, mais ce qui se fait dans le canton de Genève sera remis en cause sérieusement si on dépasse 1,5 degré de réchauffement. Côté français, il y a des marges beaucoup plus importantes. Voilà. Alors, dans les autres images que vous avez vu passer, on a vu l'hydrographie, là on voit l'électricité. Ce qui est très, très important, c'est de se rendre compte qu'on a une tension entre tous les réseaux qui sont adossés à la nature, à la géographie, et c'est vrai aussi pour l'électricité. Il y a une partie de l'énergie qui provient de l'exploitation, notamment de l'hydrographie, et de l'autre côté des réseaux qui sont abstraits et qui sont hors sol. Alors pour se consacrer d'abord à ceux qui ont un rapport avec la nature, parce que c'est ceux qui nous ont beaucoup intéressés, on se rend compte que les logiques amont-aval, les logiques de bassin versant, les logiques les plus élémentaires de contrôle des ruissellements
ne sont pas sérieusement prises en compte aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez des choses qui descendent par la force de la gravité, soit du Jura, soit du Salève, soit du massif de Mont-Blanc, etc., et qui convergent vers la cuvette et qui posent des très gros problèmes, y compris de responsabilité. Alors, il y a des contre-exemples, les contrats rivières montrent qu'on peut se mettre d'accord dans le cadre du Grand Genève, en amont de cette terminologie, ça fait longtemps, mais sur tout un tas de sujets essentiels, les directions qui ont été prises en termes de programmation des réseaux, donc là on a la carte qui superpose tous ces réseaux, sont souvent antinomiques ou il y a des effets de doublons. Alors, antinomique, ça veut dire qu'on a choisi des technologies différentes, ou alors qu'on s'est mis à des extrêmes du territoire qui fait qu'on ne peut pas collaborer, ou alors parce qu'on fait demi-tour quand on arrive à la frontière. Voilà. Alors, ces grandes cartes, elles avaient des qualités, elles permettaient de localiser les données, ça a été un travail considérable de collecte, mais évidemment, on est allé dans un sens, on s'est posé plutôt des questions à partir de ces cartes. Donc on va voir maintenant des extraits de l'atlas thématique, on peut passer ces images très rapidement, toutes les 2 secondes. Leur intérêt, c'est de dire que chacune pose une question. En quoi est-ce que les corridors écologiques jouent un rôle dans la composition d'un système ou d'un réseau naturel à l'échelle du Grand Genève. En quoi et comment elles se superposent avec des questions de pollution qui sont issues de la gestion ou de la mauvaise gestion des questions de l'eau. En quoi est-ce que la récurrence des sécheresses et des événements orageux impacte sur le déplacement de ces polluants et où? Quelle est l'exposition à l'inondation et comment est-ce qu'elle est prise en compte? Et on se rend compte de 2 phénomènes dans ces cartes qui reprennent tous les grands thèmes qu'on a vus précédemment, les grands thèmes de réseau. C'est d'une part qu'il y a beaucoup de réseaux qui sont ordonnés à des échelles complètement différentes, qui sont des échelles de l'Europe, qui sont parfois des échelles du monde, et sur lesquelles, évidemment, la pression politique est plus difficile à exercer, et en même temps, elle est d'autant plus problématique. Et puis, on a au contraire des événements qui sont ultra localisés, et comme notamment les effets frontières. Donc il y a beaucoup de stations d'épuration qui existent à quelques centaines de mètres les unes des autres, de part et d'autre de la frontière. Et je cite les stations d'épuration, mais le plus dommageable, évidemment, c'est quand on a un endroit où on pompe, où on rejette de l'eau dans le Rhône, de l'eau qui vient juste d'être épurée, et quelques centaines de mètres plus bas, dans un autre pays, on pompe cette eau pour en faire de l'eau potable. On se doute que ça pose tout un tas de problèmes sanitaires, c'est-à-dire que parce qu'on n'est plus dans le même pays, on ne respecte pas les distances qui sont imposées à l'intérieur de chaque pays. Les normes d'ailleurs sont très différentes dans le respect de l'environnement, tel que ça s'exprime au travers des réseaux. Donc, moi, je ne cherche pas aujourd'hui à commenter tous les documents, je cherche plutôt à partager avec vous le fait que c'est un travail de collection de data assez énorme et de représentation de ces données pour essayer de comprendre finalement comment il y a une rencontre entre les phénomènes d'organisation du territoire et comment ça se répercute dans les réseaux, et inversement comment les réseaux réorganisent le territoire. Et on se rend compte que ces 2 dynamiques constitue, on pourrait dire, une couche quasiment invisible du territoire qui est extrêmement structurante et qui devrait faire l'objet de débats publics qui n'ont jamais lieu. Ce sont des questions politiques qui sont un peu en amont, en plus, en général, des questions urbanistiques qui passionnent les gens plus facilement, comme l'espace public, le logement, etc., mais qui, en fait, conditionnent complètement les choix stratégiques qu'on fait. Il y a une partie du travail que vous voyez sous vos yeux qui permet de poser des questions sur l'échelle des mailles urbaines, par exemple. Et on voit que si on encourage le sprawl, comme certains le font à l'occasion de cette crise du coronavirus, ben, on va avoir des problèmes de mailles urbaines très importantes. Alors, on est rentré, comme vous le voyez dans les images en dessous, qu'on avait déjà montré dans une autre occasion, tandis que tous les autres documents que vous avez vus sont neufs, redessinés, complétés, enrichis. Là, ce sont des zooms, et les commentaires, eux, sont plus récents, sur les situations de réseau. Donc, il y a 28 d'entre elles, on vous en montre juste quelques-unes,
qu'on a complété. Donc ça, c'est des descriptions, qu'est-ce qui s'y passe, quels réseaux sont présents, comment ils se tuilent les uns sur les autres, quels problèmes et quelles opportunités ça présente. Et ensuite, on a réalisé ce travail qui est en axométrique pour permettre de spatialiser ces effets de superposition et de complexité, mais qui permettent de comprendre aussi qu'on est dans des paysages souvent extraordinaires. Les réseaux sont repoussés dans les arrières de la ville et dessinent des coulisses qui sont adossées aux grands événements topographiques et hydrographiques. Ce sont presque toujours des balcons ou des plages. Voilà. Donc ces deux typologies sont absolument passionnantes et permettent de comprendre que il y a des opportunités stratégiques dans la gestion technique de ces réseaux, dont malheureusement je n'aurai pas le temps de parler aujourd'hui, mais il y a aussi des situations de paysage à requalifier et à remettre dans le schéma métropolitain. Donc là, je passe la parole à Dieter. Je signale à l'organisation qu'on n'est pas en train de regarder le PowerPoint qu'on a envoyé ce matin. Donc, il manque 50 slides du travail de l'EPFL. Donc, il faut absolument faire la substitution, s'il vous plaît. Voilà, mais là, on a quelques images, peut-être, Dieter, que tu peux commenter. Micro pour Dieter. Oui, allez-y, vas-y, Dieter. Allô? Oui. Ah, voilà. Ok, bonjour à toutes et à tous. Merci Marc pour me passer la parole. Moi, je suis Dieter Dietz. Je suis directeur du laboratoire à Lys. En effet, je représente toute une équipe de femmes et d'hommes. On est assez réduit, vous voyez, d'étudiants, de chercheurs, d'architectes, de professionnels. Je vais juste passer quelques mots sur un élément qu'on pensait super important dans le contexte, c'est que justement, si on parle des réseaux techniques, bien sûr, ces réseaux techniques sont clairement et importantement superposés avec un réseau, dans un réseau qui est essentiel, c'est le réseau vivant qui était déjà touché. Et en même temps, ce réseau vivant, ce n'est pas seulement une dimension technique ou une dimension vécue, mais totalement superposé avec le vécu que nous vivons chaque jour. Donc pour nous, ce qui était important, c'est vraiment descendre dans les terrains. Et donc je vous montre quelques images. Ce n'est pas les plus récents que j'ai mis plus tard ce soir, donc ça me semble la présentation antérieure. Je vais essayer de le faire quand même avec celle-là. Donc on est descendu dans le terrain avec les différents acteurs à la fois de l'école, où on a travaillé sur le terrain directement impliqué avec des outils à la fois de cartographie, mais aussi avec des photos, où on avait repéré justement dans les endroits spécifiques les éléments qui nous intéressaient par rapport à justement ces émergences de réseaux qu'on a commencé à voir dans les cartes, donc ici complètement immersé dans le terrain. Donc vous voyez ici un travail qu'on appelle Atlas Polyphilo, c'est une unité d'enseignement où les étudiantes et étudiants avec des professionnels et des chercheurs vont travailler sur un ensemble d'impressions qui sont en même temps géolocalisées, qui sont capables à justement faire sortir un autre regard sur le terrain qui est complémentaire avec celui-là que vous voyez de voir avec les cartes et les axonométries avec ces mêmes superpositions. Donc on a un travail ici complètement complémentaire par rapport à ce rapport. Donc ces recherches localisées, en effet, sont ciblées à donner une idée beaucoup plus concrète de ce qu'on parle et comment finalement ces potentiels qu'on peut repérer dans un contexte beaucoup plus global, dans les cartes qui va relier l'échelle de l'Europe avec Genève, avec la France, etc., également dans un contexte qui finalement est complètement localisé. Donc si je me mets dans le contexte par exemple d'un réseau XY, je vais justement voir l'impact direct que ça donne dans l'espace, sur le vécu, dans la société et finalement comment ça répercute sur tous les différents comportements qui sont possibles. Donc
ce que j'essaierai de faire, je n'ai pas les slides que je voulais avoir, mais ce que j'essaierai de faire, c'est de parler à vous, pas seulement comme professionnels et citoyennes et citoyens, mais plutôt vraiment, et je cite Anthony Hodges, ce qui me semble très très important, c'est justement qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut parler aux âmes des personnes pour une adhésion dans la population. Je pense que c'est important qu'on est capable à justement amener des accords, des adhésions, donc du coup de parler du paysage, pas seulement comme entité visuelle, mais littéralement comme quelque chose qui va submerger, pas seulement et soutenir, pas seulement un vécu quotidien ou un visuel, mais littéralement tout ce qui est impliqué par comment nous vivons ce territoire ensemble et où finalement nous, en tant qu'hommes et femmes, sommes seulement un élément dans un réseau, et c'est le réseau vivant, et la poussière dans la rue et les microbes dans l'eau, ils font partie. Donc, je repasse la parole à Marc pour quelques images qu'on a fait pendant une visite il y a une année où j'étais pour la première fois dans ces espaces du Rhône. J'étais fondamentalement touché par la beauté à la fois du paysage, mais également justement de cette superposition où il n'est justement pas utile de parler soit de la ville ou soit de la nature, mais littéralement de dire aujourd'hui la ville que nous habitons, elle est belle, mais elle est aussi problématique. Et peut-être que la nature que nous vivons, le paysage, est problématique, mais aussi beau. Donc dans ce contexte, la grande question, c'est justement comment relier le paysage avec les villes, comment relier les personnes, les citoyennes, les citoyens avec leur environnement et comment justement mettre en avant ce potentiel qui est proposé par le paysage. Donc nos projets finalement vont se caler sur ces potentiels. On est en train d'y travailler, on y travaille aujourd'hui pour justement pas seulement parler d'une approche qui se fasse dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, mais que tout est possible aussi déjà aujourd'hui dans ce contexte. Donc des projets qui finalement vont justement s'inscrire dans un contexte très concret, qui en même temps est tout à fait capable de justement tisser les liens entre des idées du territoire avec le vécu à l'échelle que vous voyez ici dans ces images, et qui finalement va relier tous ces éléments dans une approche complètement transcalaire, transtemporelle, et finalement, oui, aussi transdisciplinaire, et finalement, je pense aussi relier entre la profession, l'académie, entre les citoyennes, les citoyens, mais surtout aussi, je pense, qu'il est fondamentalement important avec toutes les questions légales, les questions comment mettre en œuvre ces projets, parce que je pense que ce qui est très très fort dans l'approche ici, c'est qu'on est très complémentaires, les équipes sont très complémentaires, donc ce qu'on propose chacun d'entre nous, c'est effectivement des propositions qui peuvent voir le jour ensemble. Donc il ne s'agit pas, c'est justement pas un concours, il ne s'agit pas d'avoir l'idée la meilleure, mais il s'agit justement comment recomposer à partir de ce paysage, à partir de ces potentiels, à partir de cet assemblage culturel, un projet partagé par nous tous et toutes. Et finalement, les potentiels sont là. La ville, elle est belle et problématique, mais le paysage, il est beau et aussi problématique. Donc je vais repasser la parole, je pense, à Marc pour un instant. Oui, et on va pouvoir remettre les slides qui décrivent la proposition, enfin une des propositions que vous avez développées. Voilà, les images qu'on voit, ça c'est un élément de frontalier, ça c'est un ancien barrage, c'est Vessy, qui est très connu évidemment. Marc, on n'a rien reçu pour l'instant. Hein. On n'a rien reçu pour l'instant. On n'a pas reçu les images de Dieter. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a un problème technique. C'est juste que tu le saches.
Alors, c'est, on peut avancer dans les images. Voilà, bon, je vais décrire très rapidement si on avance encore. Voilà, encore et encore. Le travail qu'on a mené ensemble à la fois d'interrogation des paysages de réseau et des fonctionnements de réseau, des usages qui pouvaient se produire dans des sites où les réseaux sont présents, image suivante, et des sites où éventuellement les réseaux pourraient faire de la place à des nouveaux usages. On est arrivé à l'idée d'un plan guide qui permettrait, c'est l'image précédente, de travailler très rapidement sur un certain nombre d'axes de transformation, tout en donnant un cadre pour le temps moyen et le temps long, qui est celui de la transition. Donc vous voyez dans ce document le résultat finalement de toutes les analyses et de toutes les descriptions très détaillées qui ont été faites de ces sites de réseau et de ces paysages, et qui permettent d'indiquer des situations qui ont un très fort potentiel de transformation, mais pas nécessairement comme on l'entend d'habitude, c'est-à-dire de valorisation foncière et immobilière. Là, on parle de 5, 6, 7, 8% du territoire qui est lié à ces réseaux. Donc c'est un levier phénoménal qui appartient aux différentes sociétés de gestion, aux différents États, aux différentes couches administratives, et qui sont déterminées pour le moment par un zoning monofonctionnel. L'histoire de ce zoning veut, et pas toujours pour des mauvaises raisons, qu'on établisse des réserves très importantes. En les regardant, vous voyez ici un peu le cadre avec lequel on a mené un regard, on peut avancer dans les images à partir de maintenant. On s'est rendu compte qu'il y avait, slide suivante, voilà, merci, tout un langage propre à la dimension des réseaux. Slide suivante, on peut rentrer dans la succession de ces images. Donc on a cherché d'abord la morphologie de l'électricité, par exemple, ou du gaz, etc., pour essayer d'explorer ce qui est déjà une vieille histoire dans le champ de la composition urbaine, mais qui n'existe pas dans la prise en compte des réseaux. Or, les réseaux conditionnent les formes urbaines. Donc, ça a été un travail qui nous a permis de changer d'échelle et d'envisager la contribution, par exemple, aux différents PACA, c'est-à-dire que l'ambition d'un plan guide pour métaboliser le territoire au travers de ces réseaux, c'est l'ambition pas simplement de suggérer des propositions nouvelles, mais aussi de s'intégrer dans les dynamiques de projet et d'amener des outils d'intervention pour paramétrer, pour équilibrer, etc. Alors, dans la suite des images qui suivent, merci, slide suivante, encore, on va voir qu'il y a des langages très différents qui s'opposent, mais il y a aussi des opportunités qui apparaissent quand on superpose ces langages. Donc là, on est dans une exploration, si vous voulez. Tous les sites qui sont pointés sont des sites potentiels de projet, et en même temps, il y a la recherche de la question graphique qui est une étape vers la question de la représentation de projets de réseau. On peut encore, ça, la suivante, avancer. Donc, il y a en fait des centralités du vide qui s'organisent autour de ces réseaux, ou des coulisses qui peuvent permettre de restructurer tout un territoire régional. Alors, méthodologiquement, je vais me contenter de commenter cette slide-là. On a 3 axes. La technique de ces réseaux, eau, énergie, interface, c'est-à-dire comment les territoires, les emprises de réseaux sont en interface avec des échelles et des sites différents. Et enfin, des actions, c'est-à-dire ce qu'on peut entreprendre comme action sur ces territoires.
Et tout ceci est pondéré par des urgences qui correspondent à l'augmentation des températures et qui déterminent des territoires dans lesquels il faut être présent là, dans les années 2020, dans les années 2030 ou dans les années 2050. Voilà. Donc on a développé ensuite une série de projets, on peut faire défiler les images qui permettent de comprendre comment une réflexion sur les réseaux, c'est forcément une réflexion sur le dessus et le dessous. Slide suivante. Et que c'est ancré sur tout un travail de recherche sur les caractéristiques de chacun de ces réseaux, y compris leur prospective technologique. C'est aussi une question de rapport complexe entre infrastructures, bâtis et espace public, et la forme de la maille des réseaux est un support fondamental pour réarranger les typologies de la ville, qu'il s'agisse de l'espace public, des espaces de production, etc. Slide suivante. Et on voit, et encore suivante, dans un dernier temps, comment il y a tout un vocabulaire d'actions qui sont toutes des actions de projets d'AWP, tous liés à des questions, à des enjeux qui sont ceux de cette consultation, et en particulier ceux des réseaux, et comment il ne s'agit évidemment pas de décharger toutes les idées sur chaque situation, mais au contraire, très précisément, quand on va regarder les slides suivantes, voir comment apparaissent des attitudes de projet qui sont extrêmement précises, qui sont expérimentées ou en tout cas expérimentables, et qui permettent de s'appuyer sur un existant, les réseaux, d'accompagner leur nécessaire mutation vers à la fois des nouvelles performances, mais aussi une capacité de résilience. C'est le problème principal. Il faut que les réseaux soient capables d'encaisser les chocs auxquels ils vont être soumis. Et enfin, comment ces territoires de réseau sont des scènes au sens théâtral pour y faire se dérouler des actions transformatrices. Et donc là, je reprendrai le propos d'auditeur. On a d'emblée partagé l'idée que parce que c'était le sujet hard par excellence, les réseaux, mais parce qu'aussi nous sommes persuadés que, à la fois à cause des évolutions technologiques qui vont vers la synergie, la mutualisation, etc., et aussi parce que culturellement, la figure du réseau est passée du côté de l'infrastructure au social, que nous sommes sur un sujet qui permet de créer une conversation entre le hard et le soft, entre l'infrastructure et les usages, entre la gestion de la ville et l'expérience de la ville. Ça nous paraît être un point de départ sine qua non de la transition écologique. Les réseaux, dans leur performance technologique ajustée et les transformations que ces ajustements rendront possibles sont une condition d'efficacité. Mais l'efficacité, c'est l'histoire du XXe siècle. Elle ne suffit plus. L'efficacité, parfois, elle se trompe. Souvent, elle se trompe. Donc, nous entrons dans une phase où l'acceptation des irrégularités, voire des contradictions, donc d'une dimension chaotique de l'évolution des territoires, est fondamentale. Et il est évident que les réseaux tels qu'ils sont pensés et administrés aujourd'hui ont une certaine tolérance à l'aléa, mais qui est une tolérance relativement faible. La question du risque aujourd'hui, elle est reposée peut-être d'une façon très cruelle par le coronavirus, mais le coronavirus est très loin d'être un risque de l'ampleur de ceux qui menacent des villes, y compris comme Genève, y compris comme le territoire du Grand Genève, dans un avenir proche. Donc la capacité à résister passe par la flexibilité, et c'est ce qu'explorent finalement tous les dispositifs qui sont ici. Peut-être, Dieter, tu voudrais quand même dire un mot, si on n'a pas d'image, et je m'en excuse, je ne comprends pas ce qui se passe, mais bon, dire un mot de la manière dont vous abordez ça aussi en termes de projet. Oui, merci. Je viens de parler avec Panos, donc il semble qu'il y a des slides qui sont arrivés, mais on a décidé, en vue du temps, que c'est mieux de les montrer juste avant la discussion. Donc je vais la faire max 10 minutes avant la discussion, et je pense comme ça on garde le calendrier. Ça va? Très bien. Ok, parfait. Parfait.
Donc, on peut juste faire dérouler les quelques slides qui restent. Marc, pour faire ça, il faut couper le PowerPoint. Je ne sais pas si on est prêt, Patrick, ou pas. Parce que ça, ce n'est pas une évidence technique. Je suis partagé entre continuer à vous parler et profiter de ce silence. En tout cas, il est, disons, on a dépassé un peu votre temps, vous avez un peu dépassé votre temps, mais si ça permet de compléter l'impression, enfin donner une impression globale de votre travail pour le discuter, c'est peut-être l'occasion. Oui. Alors, mais comme c'est très très lourd. Je voudrais dire trois toutes petites choses qui sont liées à des remarques ou des conversations qu'on a eues avec les experts du jury au cours de l'année 2019. Il y avait la question de la métrique. Et les réseaux, d'une certaine manière, semblent garantir ça. On collabore de temps en temps avec Dirk Simons, par exemple, qui avait dit, ben voilà, les rapports entre paysage et énergie, c'est la nouvelle équation de la transition écologique. Il faut multiplier les kilomètres carrés par les kilowatts, et c'est ça le nouvel étalon d'or de l'urbanisme. Je vois bien pourquoi c'est intéressant et décisif peut-être dans une conversation politique d'être capable de formuler des outils comme ça. Mais quand on voit non pas un réseau à la fois, c'est-à-dire le réseau d'énergie, mais qu'on voit les réseaux, on se rend compte que, par exemple, un organisme aussi exemplaire que le SIG, qui gère tous les réseaux du canton genevois, donc déjà ça c'est remarquable, une régie publique, dans une époque où il y a tellement de villes qui privatisent. Ce qu'on voit qui est très frappant, c'est que par souci d'efficacité, et peut-être, enfin voilà, pour tout un tas de raisons, ils sont à peu près gérés en silo, c'est-à-dire de manière très étanche. Il y a des bonnes justifications de ça, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que toute la prospective technologique qui permettrait de se rapprocher des performances exigées par la transition écologique, c'est le contraire. Il faut défaire les silos et il faut faire converger tous les réseaux pour faire des économies d'échelle, pour permettre à ces réseaux de s'informer les uns sur les autres. Et s'informer, ça veut dire de capter les énergies les uns des autres, etc. Donc de permettre l'apparition d'un métabolisme au sens organique à partir d'éléments qui sont aujourd'hui pas du tout gérés de façon métabolique, qui sont gérés de façon mécanique. Donc il faut qu'on arrive à passer d'une pensée de l'ingénierie qui est pour le moment essentiellement mécaniste, hein, héritée de la physique, à une pensée plus inspirée de la biologie, du vivant. Et ça veut dire la synergie à la fois des techniques et des disciplines. Donc quand Dieter parle d'interdisciplinarité, c'est très concret, y compris sur la question des réseaux. Ok, voilà. Marc, merci. Finalement, après discussion avec Dieter, je pense que pour repérer les diapos dans l'ensemble, pour les montrer, ce serait mieux de le faire. Et dans sa suite, juste avant la discussion. Donc, je me propose d'arrêter votre présentation ici pour discuter sur cette phase, si vous êtes d'accord tous. Donc, on applaudit l'équipe pour son travail. Et surtout, je me permets un peu de repérer ce paradoxe entre le fait de dessiner précisément un réseau qui est dessiné précisément, ou en tout cas avec une métrique, avec une aisance de métrique, d'une part, et le besoin d'une résilience qui veut dire que les réseaux doivent être dimensionnés au-delà de leur, capacité, de leur rentabilité, justement pour pouvoir absorber les chocs climatiques et les chocs de changement des régimes que nous sommes en train d'opérer sur la Terre. Ça, c'est un des éléments importants qui me paraît aussi économiquement important. C'est-à-dire que ça oblige les acteurs à penser autrement l'économie de la ville, puisque le coût d'un réseau surdimensionné ou en tout cas résilient, certainement, ce n'est pas celui qu'on a, ou en tout cas déployé aujourd'hui en grande partie. En tout cas, ça, c'est une hypothèse que je me fais en écoutant votre présentation, y compris la question spatiale, c'est-à-dire la question du réseau en tant que présence
dans la vie de présence et utilisation et appropriation identitaire par la population, par les citoyens. Donc, ce sont quelques remarques que je me permets un peu au départ de cette phase de discussion. J'ouvre donc disons la phase questions-réponses ou commentaires de la part du comité de collège d'experts et du comité de pilotage. Quelqu'un? Oui, alors quelqu'un sur l'écran. Oui, Christian Schmitt. Salut. Et Sabine, le micro. Votre micro. Votre micro. Microphone, s'il vous plaît. Okay. Bonjour à tous et à toutes. Et je suis très heureux okay, I change into English. My French is a bit rouillé. So I'm very happy to share with you all these experiences. Christian, we don't have your image. We don't have your picture on the screen. Okay. Right. Good. Okay, now we have everything. I'm sorry for all these technological difficulties. Okay, so very briefly, I mean, I like very much this, your work, actually. I went through these different atlases and I found a lot of really interesting information. What I would like to tell you is, I mean, okay, now the presentation even was not here, but you didn't finish your work. I mean, you made great contributions, great pictures, great projects, a lot of analysis, but you have to make a synthesis. I mean, I spent hours and hours in reading your reports and going through your atlases, but I can't make that work, and all the readers can't make all that work. So I think you should really finish your contribution. It's a very valuable contribution. It's an important one, but we would really be very happy to learn about it. What really is your proposal? What is your project? What did you find out to bring that together in one, let's say, clear conclusion? Okay, thank you very much. Thank you, Christian. Mark or Dieter? Well, this is probably rather a comment, but you could probably give us some. I think there's something definitely that should be addressed here. Although we did get fairly easily some of the data, the collecting the data was excruciating. We've been data mining for an amount of time which was completely unexpected, and definitely keeping with the deadlines was sometimes hard. So we did actually rewrite an entire report which couldn't be sent, in time for everyone to enjoy it properly. It's a big, thick report. The whole thing now all put together is 1,000 pages. Don't worry, there is a synthesis, and indeed it will be sent to everyone. And I recognize that this is a tricky theme. Even when you advocate for the interdisciplinary, you're also acknowledging that it goes in very, very different routes, and that's a dangerous attitude because you need to go down each of these routes. So we tried to do that. Definitely, it was a huge consumption of time, and the synthesis actually has been more or less finished quite recently. Okay, thank you, Mark. Any other questions? D'autres questions? Ou propositions ou réactions de la part du collège? Oui. Your name. Yes. Keith Christiansen. I'm Kees Christiansen. Yeah. You can talk to me in French and I understand everything, but I cannot be very precise in an academic level. I just want to hook into what Christian just said.
I also went through the material. I think it is amazing because we know multiple technical maps of governments, of municipalities, of transport companies. There has hardly ever been an attempt to precisely develop an inventory of the most important results, if you like, and then an attempt to create an atlas to make this comprehensible, visible into a product which for the specifically for governance, but also for local stakeholders, can be used as a tool of data and information in which things can be extremely precisely viewed in an integrated way. And this is specifically extremely necessary on the level of infrastructures nowadays. And we notice that everywhere in the world, no authority and up to now hardly any designer or other engineering firm is able to create such a comprehensive set that can use as a comprehensive tool in order to investigate, for example, the influence of these networks on urbanization, on the encounter of several network conditions on specific sites, and on the potential that is delivered by this analysis in order to produce transformation. So I think for me a final synthesis is not so important because I think that the sheer attempt to make this inventory, to make this analysis, and to think about how to represent it into a kind of comprehensive, visible package, which can be really developed into a tool, is the most important virtue of this project, plus the fact that there's a very strong energy by the team to discuss the kind of cultural and development potential that you find in the interaction between these infrastructures and urbanization processes. So I think it's very promising. You probably have the problem that you have not sufficient data, and the data are sometimes not accurate enough. That's another aspect to discuss how to get at it, but I think it's a very important piece of work. Thank you so much. Thank you. Thank you, Kit and Kees, and probably on these good words, Mark and Dieter, we thank you so much for your contribution, valuable contribution.